Aujourd'hui, nous allons étudier les propriétés des milieux aimantés. Alors, je vais commencer par un bref historique pour expliquer un peu le contexte dans lequel ces propriétés ont été connues et découvertes. Alors, tout d'abord, les propriétés magnétiques sont connues depuis très très longtemps, depuis l'Antiquité, puisque ce qu'on appelait à l'époque la pierre magnétique, qui sont communément ce qu'on appelle les aimants actuellement, étaient connus par les marins, ou surtout utilisés par les marins pour pouvoir se repérer et naviguer dans les mers. Alors, ensuite, peut-être les découvertes qui sont les plus impressionnantes et qui ont donné lieu à toute l'électrostatique et l'électromagnétisme d'une manière générale sont celles faites dans le début du XVIIIe siècle et dans lesquelles on a découvert les propriétés magnétiques du courant électrique. Alors, pour l'étude de ces milieux qui possèdent des propriétés magnétiques, on va se limiter aux dimensions macroscopiques, c'est-à-dire que nous sommes au-delà des centaines de nanomètres et non pas au niveau du microscopique, c'est-à-dire à l'échelle atomique et à l'échelle de l'angstrom. Ça, simplement parce que les physiques qui régissent ces deux dimensions ne sont pas les mêmes. Dans l'infiniment petit, c'est la mécanique quantique et dans les dimensions plus importantes, c'est ce qu'on appelle la physique classique et l'électromagnétisme classique. Alors avant de parler des propriétés magnétiques d'une manière générale, je vais faire quelques rappels sur la magnétostatique telle qu'on l'a vue dans les différents programmes précédents. Alors, si vous considérez une charge électrique, puisque les charges électriques sont à l'origine de toutes les propriétés électrostatiques et magnétostatiques. Alors, si j'en considère une charge électrique en mouvement, alors celle-ci va subir une force résultante due à l'action d'un champ électrique, électrostatique, et un champ magnétique. Et donc, vous voyez apparaître ici l'action du champ magnétique qui ne s'applique que lorsque les charges sont en mouvement. C'est pour ça que ce sont les courants électriques qui ont des propriétés magnétiques, contrairement à l'électrostatique qui, lui, ne s'intéresse qu'aux charges statiques. Alors, maintenant, puisque ces courants possèdent des propriétés magnétiques, alors ils sont capables de créer du champ magnétique. Et je vais considérer donc un conducteur parcouru par un courant I. Je vais considérer un élément de ce conducteur centré sur le point P. Cet élément a une longueur dl' ici. Et je vais considérer un point M quelconque de l'espace. Et je vais m'intéresser à ce qui se passe au champ magnétique qui est créé au niveau de ce point-là. Et donc là, c'est les lois classiques. La loi de Biot-Savart me dit le champ B produit par cette distribution de courant égale à cette expression qui est donnée par mu0 sur 4pi idl vectoriel U sur R carré. Alors, U est simplement le vecteur unitaire porté par la direction entre l'élément de conducteur et le point d'application du champ. Alors, à partir de là, on peut également exprimer ce champ magnétique en introduisant la densité de courant, simplement en rappelant que I, le courant, l'intensité de courant n'est autre que J fois ds, et donc le ds, quand on va l'introduire avec le dl, ça va nous donner des taux, d'où l'expression que vous avez ici. Maintenant, les propriétés de ce champ magnétique, on va les caractériser par deux propriétés importantes, qui sont le fait que B est à flux conservatif, c'est-à-dire que la divergence de B égale à 0, ce qui veut dire que toutes les lignes de champ qui rentrent et qui sortent d'une surface sont égales. Il y a autant de lignes de champ qui sortent que de lignes de champ qui rentrent. Et de là, on en déduit que le champ B dérive d'un potentiel, mais vecteur cette fois, contrairement au champ scalaire. D'où, en faisant les calculs à partir des relations précédentes, on en déduit que l'expression de A est donnée par l'expression devant vous et qui est proportionnelle à la densité de courant et inversement proportionnelle à la distance. Très bien. Maintenant, je vais considérer un autre cas de figure d'action du courant électrique et qui crée du champ magnétique, c'est le cas d'une boucle de courant. Donc, je vais considérer une boucle de rayon R qui présente une certaine surface S, et cette
boucle est parcourue par un courant d'intensité I, et je vais regarder ce qui se passe au niveau d'un point M encore quelconque de l'espace. Pas tout à fait quelconque, puisque je vais poser la condition suivante. C'est que je vais me mettre dans la condition où le rayon R de cette boucle est très petit devant la distance entre la boucle et le point M. Dans ces conditions-là, on démontre que l'expression du potentiel vecteur est donnée par la relation qui est là et dans laquelle apparaît un nouveau élément ou une nouvelle expression qui est ce qu'on appelle le moment dipolaire. Qu'est-ce que c'est que ce moment dipolaire? M, il est donné mathématiquement par la relation qui est là. Ce n'est autre que le produit de l'intensité de courant par le vecteur surface qui est sortant. Et le vecteur M est un vecteur également normal à cette surface. On appelle ça le moment dipolaire de la boucle de courant et c'est une propriété qui va caractériser les propriétés magnétiques de la matière. Alors maintenant, les définitions de ce que c'est qu'un milieu aimanté, un milieu qui possède des propriétés magnétiques. Alors là encore, on va, comme on l'a fait pour les milieux diélectriques, on va distinguer deux types de matériaux. Les matériaux qui sont aimantés de façon permanente, c'est-à-dire qu'en absence de toute action extérieure, en l'occurrence un champ magnétique, c'est-à-dire si le champ magnétique extérieur appliqué est nul, je n'applique aucun champ magnétique extérieur, le matériau possède quand même des propriétés magnétiques qui se manifestent par les moments dipolaires associés à tout élément de volume d'étau. C'est-à-dire vous prenez un élément de volume élémentaire d'étau, il va présenter une aimantation représentée par son moment dipolaire magnétique élémentaire, dn. Et donc ceci en absence de toute action extérieure. C'est ce qu'on appelle l'aimantation permanente, c'est-à-dire elle est là tout le temps, indépendamment des actions extérieures. Par contre, la deuxième catégorie de matériaux, ce sont les matériaux où l'aimantation est induite. Ça veut dire qu'en absence de champ magnétique, les matériaux ne présentent aucune propriété magnétique, c'est en absence de champ magnétique extérieur. Les matériaux ne présentent aucune propriété magnétique, mais dès qu'on applique un champ magnétique externe, alors une aimantation apparaît et donc elle est associée à tout volume élémentaire d'étau là encore. Et on décrira les propriétés ou le comportement magnétique d'un milieu aimanté par une grandeur qu'on notera grand M et qui n'est autre que le rapport de l'élément de moment dipolaire sur le volume élémentaire. Cette grandeur, c'est ce qu'on appelle le vecteur aimantation ou également la densité volumique d'aimantation. C'est donc la fonction mathématique qui va décrire le comportement global d'un matériau. Et grâce à elle, comme vous pouvez le constater ici, à chaque fois que je connais ce vecteur, je pourrai associer à tout élément de volume le moment dipolaire correspondant.